Cours d'optique géométrique fait par Khalid Sabri, enseignant-chercheur au département de physique. Ce cours est généralement composé de 8 chapitres. Dans le premier chapitre, on va essayer de définir la lumière, tout en rappelant brièvement son historique, présenter le spectre de la lumière, faire une comparaison entre l'optique géométrique, l'optique ondulatoire et l'optique quantique. Dans le deuxième chapitre, on va introduire le principe de Fermat pour le calcul des trajets de la lumière en se basant sur le temps de propagation. De ce principe découlent les lois de Snell-Descartes ou réfraction et réflexion, qui sont fondamentales pour l'optique géométrique. Dans le troisième chapitre, on étudiera la marche d'un rayon dans un prisme et les réfractions à travers les phases d'entrée et de sortie. Dans le quatrième chapitre, on introduira l'approximation de Gauss, qui consiste en effet à limiter les faisceaux avec des diaphragmes pour réduire les angles d'incidence et conserver les rayons proches des centres, qu'on les appelle les rayons par action, proches de l'axe principal. Dans le cinquième chapitre, on va étudier les dioptres sphériques, qui sont en fait des surfaces de forme sphérique qui séparent deux milieux transparents d'indices de réfraction différents. Dans le sixième chapitre, on va plutôt s'intéresser au miroir sphérique. Dans le septième chapitre, quant à lui, est consacré aux lentilles, en particulier les lentilles minces. Pour ces trois chapitres, les trois derniers chapitres, les dioptres sphériques, les miroirs sphériques et les lentilles, on va établir, dans le cadre de l'approximation de Gauss, la relation de conjugaison qui permet de calculer la position de l'image à partir de celle de l'objet. Enfin, le dernier chapitre, le huitième chapitre, est consacré à l'étude de quelques instruments optiques, en particulier l'œil, la loupe, la lunette astronomique et le microscope. Qu'est-ce que la lumière? À cette question simple, les réponses ont été variées. Cependant, différentes descriptions de la lumière basées sur l'observation quotidienne se sont développées au cours des siècles. Oui, au cours des siècles, parce qu'il a fallu des siècles allant pour enfin comprendre ce que c'est réellement la lumière. Première constatation, pour qu'un objet soit vu, il faut qu'il envoie quelque chose. Il faut qu'il réfléchisse quelque chose qui est reçu, c'est la lumière. Donc là, on va prendre un exemple des fleurs qui sont éclairées par la lumière, par exemple le soleil, par une lampe. Donc, à leur tour, ils vont réfléchir leur lumière dans toutes les directions. Certains de ces rayons lumineux, ils vont arriver à l'œil. Il va y avoir une projection de l'image des fleurs sur la rétine qui va la transmettre, qui va la convertir, qui va la transmettre à travers le nerf optique à la partie du cerveau responsable de la vision, et on va visualiser l'image de l'objet qui sont des fleurs. Donc tout ça parce que tout simplement les fleurs, ils n'ont pas absorbé la lumière, ils l'ont réfléchi. Donc ça justifie pourquoi en pleine obscurité on voit rien, parce que tout simplement l'image, c'est le reflet de la lumière sur un objet. Il faut qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait un éclairage pour pouvoir observer les choses, les objets. Deuxième constatation, la lumière se propage en ligne droite et cela suggère l'existence des rayons lumineux. Ce fait est facilement mis en évidence par l'observation de la lumière solaire dans une pièce obscure poussiéreuse. Les pinceaux lumineux sont alors matérialisés. C'est aussi le cas des pinceaux lumineux de laser. Troisième constatation, deux faisceaux lumineux se croisent sans se modifier, s'ils sont ordinaires et s'interfèrent, s'ils sont cohérents comme les lasers. Qu'est-ce que la lumière? Bref, historique. Descartes et Newton sont de fervents défenseurs de la nature corpusculaire de la lumière. En même temps, à la même époque, Huygens et plus tard Augustin Fresnel
définissent la lumière comme une onde, c'est-à-dire comme une perturbation voyageant ou se propageant sans déplacement de matière. En 1885, Hertz découvre l'effet photoélectrique. Si l'on envoie sur un matériau métallique un faisceau dont la longueur d'onde est supérieure à un certain seuil, on lui arrache des électrons. Aucune interprétation de l'effet photoélectrique n'était possible avec une théorie ondulatoire. De même, un morceau de métal chauffé à très haute température, 1500 degrés, émet un rayonnement appelé rayonnement de corps noir. En 1905, Albert Einstein publie un article révolutionnaire qui lui vaut le prix Nobel, dans lequel il interprète ces deux expériences. Il prouve ainsi la nature corpusculaire de la lumière et montre que si elle est composée de photons de même fréquence nus qui se déplacent à la vitesse de la lumière, ils ont tous la même énergie. Enfin, à l'avancée du XXe siècle, avec le développement de la dualité onde-corpuscule due à de Broglie, à Heisenberg et à Dirac, met un point final à cette querelle. La lumière a effectivement ce double aspect et les échelles de mesure auxquelles on travaille peuvent mettre en avant l'une ou l'autre nature ondulatoire ou corpusculaire. Le spectre électromagnétique dans le vide. Bien que ce cours ne traite pas des aspects ondulatoires de la lumière, il faut toutefois rappeler que la lumière est une onde électromagnétique qui se caractérise par une longueur d'onde lambda. Les ondes électromagnétiques sont des phénomènes périodiques qui, contrairement au son, se propagent aussi bien dans un milieu matériel que dans le vide. Les ondes électromagnétiques sont constituées d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B qui varie périodiquement dans le temps. Considérons le cas simple d'ondes sinusoïdales se propageant dans le vide. Dans ce cas, les deux champs E en rouge ici sur la figure et B en bleu sont constamment perpendiculaires et sont situés dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde, repéré ici par le vecteur K ici. Et ces trois vecteurs forment un trièdre direct, E, B, K. K est le vecteur d'onde. La plupart des effets lumineux étant directement reliés à l'existence des champs électriques. L'optique s'intéresse essentiellement à l'évolution de E, parce que notre œil n'étant sensible qu'au champ électrique de l'onde électromagnétique à une certaine fréquence. On ne traitera pas la partie magnétique de l'onde. En raison de leur caractère périodique, les ondes électromagnétiques sinusoïdales se reproduisent identiques à elles-mêmes au bout d'un certain temps t, appelé période temporelle. La fréquence, c'est l'inverse de la période, nu égale à 1 sur t. On peut aussi définir la pulsation oméga, exprimée en radians par oméga égale à 2 pi sur t égale à 2 pi nu. La distance parcourue par le champ électrique pendant t correspond à sa longueur d'onde lambda. Donc là, lambda est mesuré en mètres ou en sous-mètres. Lorsqu'une seule fréquence nue ou de manière équivalente une des quantités t, oméga ou lambda caractérise une onde électromagnétique, elle est dite monochromatique. Dans le cas contraire, elle est dite polychromatique, ça veut dire faite composée de plusieurs longueurs d'onde. Dans le vide ou dans la matière, les ondes électromagnétiques obéissent à une même classification selon nu, la fréquence nue. On peut choisir de définir les différentes parties du spectre par leur longueur d'onde. Cependant, ces distinctions dépendent de la relation qui lie lambda à nu, et donc du milieu dans lequel l'onde se déplace. Si on est dans le vide, on a lambda fois nu égale à c, avec c c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. Sinon,
on est dans la matière, dans un milieu matériel qui peut être l'eau, le verre, etc., etc. On a lambda fois nu égale à V. Avec V, c'est la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu matériel, qui est égal à C sur N, avec N, c'est l'indice de réfraction qu'on va définir plus tard. La lumière que nous voyons n'est qu'une, là on le visualise sur la figure, n'est qu'une petite partie des vastes spectres électromagnétiques, appelés le visible. C'est ce qu'on voit réellement. Généralement dans le vide, comme à l'intérieur de la matière, elle résulte de la superposition de plusieurs ondes électromagnétiques monochromatiques, lumière polychromatique. Donc là sur la figure, là on a le visible qui est très étroit, après on a l'infrarouge, le visible pardon, ça s'étend du rouge jusqu'au violet en passant par le jaune, le vert et le bleu. Là on a l'infrarouge, micro-ondes et les ondes radio, c'est pour les télécommunications. De l'autre côté on a l'ultraviolet, les rayons X utilisés notamment en médecine, et les rayons gamma. Ce sont des rayons de très haute énergie, de fréquence de 10 à la puissance 19 Hz à 10 à la puissance 22 Hz, provenant naturellement de l'espace interstellaire ou du Soleil. Pour séparer les différentes longueurs d'onde d'une source, une méthode expérimentale consiste en l'observation du spectre lumineux à travers un prisme de verre. Le vide La propagation de la lumière dans le vide. Le vide, c'est l'absence de matière. Un milieu matériel, il dit homogène, si l'indice optique N, qu'on va définir plus tard, c'est-à-dire les caractéristiques optiques, est le même, quel que soit le point M de ce milieu. Un milieu matériel, il dit transparent, c'est laisse passer au moins partiellement la lumière. Un milieu matériel, il dit isotrope, si l'indice optique N est le même, quelle que soit la direction de propagation de la lumière. Les observations courantes nous amènent à considérer le vide comme un milieu homogène et isotrope. Ceci signifie que les propriétés de propagation des ondes électromagnétiques, elles sont caractérisées par leur période T ou leur fréquence nuit. Leur longueur d'onde, en revanche, dépend des conditions de propagation, vitesse de propagation. Ça dépend du milieu. Ne varie pas sur leur trajet et qu'il n'y a pas de direction privilégiée. L'expérience montre alors que la lumière se propage en ligne droite. Cette propriété s'énonce sous forme des principes de la propagation rectiligne. Dans le vide, la lumière se propage en ligne droite, de manière isotrope avec une vitesse c constante. Pour matérialiser la propagation rectiligne, on a l'habitude de représenter des rayons lumineux sous forme de ligne droite ici de la source, comme le montre la figure suivante, la figure 2. Donc là, on a un rayon lumineux qui va de A vers le point B. Une flèche indique le sens de déplacement. Donc pour parcourir la distance AB, le rayon va mettre le temps tau. Tau égale à AB sur C. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. La conséquence la plus immédiate de la propagation rectiligne est l'existence de l'ombre. Le principe de la propagation rectiligne est aussi très bien vérifié dans l'exemple de l'éclipse de soleil au cours de laquelle les astronomes prédisent la propagation des ondes d'ombre et de pénombre avec une précision inférieure à la seconde.
L'éclipse est la situation dans laquelle la Lune va se mettre entre le Soleil et la Terre. Le Soleil, la Lune et la Terre sont assimilés par des sphères. Parmi les rayons envoyés par le Soleil, certains sont arrêtés par la Lune, ce qui forme une zone d'ombre de forme, ici on le voit ici sur la pique, une zone d'ombre de forme conique, triangulaire dans le plan de la figure. Comme la source lumineuse, c'est-à-dire le Soleil, n'est pas ponctuelle, la zone d'ombre présente une structure plus complexe. Si on considère deux points diamétralement opposés du Soleil, les faisceaux de lumière en provenance de ces deux points-là, ils vont créer une structure, on va visualiser, une structure de l'ombre qui est plus complexe. Ainsi, on observe un camp d'ombre très petit où l'obscurité est complète. Un observateur placé, situé dans le camp d'ombre, ne voit pas le Soleil. Pour lui, l'éclipse est totale. C'est l'obscurité totale. Une région de transition appelée pénombre où la luminosité augmente progressivement quand on s'éloigne de l'axe du cône. Un observateur placé dans la pénombre voit le Soleil partiellement éclipsé. Là, on arrive maintenant à l'indice de réfraction N. La lumière voyage à une certaine vitesse dans le vide, c'est la vitesse C. Toutefois, lorsqu'elle change de milieu, donc elle passe du vide vers l'eau ou vers le vert, elle est ralentie. Donc sa vitesse passe de C à V, avec V égale à C sur N. C'est ce ralentissement qui fait en sorte que les ondes lumineuses changent de direction. Donc ils vont être déviés, ils ne vont pas garder la même direction. Afin d'évaluer la réfringence, c'est-à-dire le pouvoir de réfracter les rayons lumineux des différents milieux, nous utilisons l'indice de réfraction N. Lambda ne dépend pas du milieu dans lequel se propage la lumière, vide ou matériel. Par contre, lambda est modifié car la lumière se propage dans les milieux matériels à une vitesse V différente de C, avec V égale à C sur N. Donc, on peut tout simplement, ou il s'agit simplement d'un rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et celle dans un autre milieu transparent. Donc, N, c'est tout simplement C sur V. Avec V est toujours inférieur à C, parce que on ne peut jamais dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, par conséquent, N est supérieur strictement à 1. Plus la lumière se propage lentement dans un milieu, plus l'indice de réfraction de ce milieu est haut. Et plus la lumière est déviée. C'est une caractéristique intrinsèque du milieu. N étant toujours supérieur ou égal à 1, la lumière se propage toujours moins vite dans un milieu matériel que dans le vide. On a donc une relation entre C et V pour un milieu matériel. V égale à lambda fois nu. On a dans un milieu, dans le vide, on a C égale à lambda 0 fois la fréquence nu. Dans le milieu matériel, la matière, V égale à lambda fois nu. La même fréquence, mais la longueur d'onde est modifiée. V égale à C sur N. Ça veut dire tout simplement que C égale à N fois lambda fois nu. En comparant l'équation 1 avec l'équation 2, on trouve finalement que lambda 0, c'est-à-dire la longueur d'onde dans le vide, égale à N fois la longueur d'onde dans la matière. On voit que la longueur d'onde elle est modifiée par le passage de la lumière dans un milieu matériel. Lambda finalement égale à lambda 0 sur N.
pour un milieu homogène, n dépend de lambda. Donc l'indice de réfraction n'est pas le même pour tous les rayons. L'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière. Donc pour chaque lambda correspond un indice n. Donc c'est pour ça qu'on va noter lambda n. Donc un rayon pour un même milieu matériel caractérisé par un indice de réfraction n, un rayon rouge n'est pas dévié de la même façon qu'un rayon violet. N dépend de la longueur d'onde de la lumière qui traverse le milieu. D'une manière générale, lorsque lambda diminue, n augmente. Propagation de la lumière dans un milieu transparent et isotrope, donc dans un milieu matériel. L'amplitude des champs au zéro n'est pas modifiée, des champs électromagnétiques au zéro n'est pas modifiée. Lors de la traversée du milieu isotrope et transparent, ses propriétés de propagation sont indépendantes de la direction suivie. Le verre mésocellaire, milieu naturel dans lequel nous vivons, en sont des exemples. Si le milieu est homogène, il est caractérisé pour lambda donné par un seul indice absolu. Le principe de propagation rectiligne énoncé pour le vide est alors toujours vérifié. Cependant, la lumière est ralentie, sa vitesse v étant inférieure à c. Le principe de la propagation rectiligne est 2. Dans un milieu transparent homogène isotrope, la lumière se propage en ligne droite avec une vitesse v indépendante de la direction. L'indice absolu peut varier d'un point à l'autre du milieu traversé. On dit que le milieu est inhomogène. Donc c'est le cas par exemple quand la partie de l'atmosphère en contact des sols chauds, donc on n'a pas les mêmes caractéristiques physiques, donc par conséquent on n'a pas les mêmes caractéristiques optiques. Ou par exemple la partie de l'atmosphère en contact avec la côte, le passage de l'eau dans l'air, donc il y a une partie plus fraîche de l'atmosphère et une partie qui est plus chaude. On n'a pas le même indice de réfraction. L'indice de réfraction est alors lié essentiellement à la quantité de matière présente dans le milieu. Si le milieu est inhomogène, la lumière ne se propage donc plus en ligne droite parce que le milieu est tout simplement n'est plus homogène. Dans ce cas, si l'on veut expliquer cette propagation, une bonne approximation consiste à décomposer le milieu en une série de couches homogènes d'indices différents dans lesquels la trajectoire des rayons lumineux est rectiligne. Donc ça fera partie des derniers exercices de TD de la première série. Donc là pareil, on a une partie de l'atmosphère est chaude et une partie est froide. Donc on va diviser l'atmosphère. Sur cette figure là, on a divisé l'atmosphère en couches et on suppose qu'au niveau de chaque couche on a un indice de réfraction qui est constant. Du coup la lumière va se propager en ligne droite au niveau de chaque couche. Après, lorsque le rayon passe d'une couche à l'autre, il va y avoir une réfraction, un changement de direction du rayon lumineux. Donc il va y avoir des réfractions, et à un moment donné il va y avoir réflexion totale et le rayon lumineux va remonter. Donc localement on a une propagation rectiligne, mais globalement c'est pas une propagation qui est rectiligne. On a un rayon lumineux qui est courbé vers le haut globalement. Mirage inférieur, mirage supérieur. Mirage inférieur, c'est le cas de la figure de gauche où l'indice de réfraction augmente avec l'altitude. Les rayons sont courbés vers le haut, l'image est au-dessus de l'objet. Donc là, on a des rayons de cela qui arrivent vers l'observateur. Donc son œil va tracer le prolongement et il va voir, ce qu'il va voir, c'est l'image de l'objet. L'image de l'objet qui est au-dessus de l'objet. Donc c'est le phénomène de flaque d'eau sur les routes, comme ici. Donc là, on a des rayons de cela qui arrivent du ciel, qui est bleu, courbé vers le haut,
va tracer le prolongement, il va croire qu'il s'agit de flaques d'eau, alors en réalité c'est juste l'image de l'objet qui est le soleil. Mirage supérieur, c'est la figure de droite, c'est quand l'indice de réfraction décroît avec l'altitude, le rayon est courbé vers le bas, l'image est au-dessus de l'objet. C'est la situation normale de l'atmosphère où la réfraction relève les images, provoquant par exemple un retard du coucher du soleil et une avance de son lever. C'est cette figure-là. Donc là, il y a un hôtel. D'accord, les rayons sont courbés vers le bas. L'observateur va placer l'image au-dessus de l'objet. Il va croire que l'hôtel est situé dans le ciel, alors qu'en réalité, c'est juste un mirage. Cadre général de l'optique. Historiquement, l'optique couvre trois domaines différents, l'optique géométrique, ondulatoire et quantique, qui sont apparus en ordre de difficulté croissante, tant expérimentale que mathématique. Il ne s'agit pas d'outils contradictoires, mais d'outils de trois visions différentes du même phénomène. L'optique géométrique est une bonne approximation tant que les dimensions du système utilisé sont grandes devant la longueur d'onde de la lumière qui s'y propage. L'optique géométrique traite simplement la lumière comme un ensemble de rayons lumineux et s'intéresse aux problèmes de réflexion, réfraction, dispersion et photométrie. Elle est apparue au XVIIIe siècle. L'optique ondulatoire est valable tant que les dimensions du système sont de l'ordre de longueur de l'onde qui se propage. On considère la lumière comme une onde lumineuse. On s'intéresse au problème de vibration électrique, interférence, diffraction, diffusion et polarisation. Elle est apparue au XIXe siècle. Finalement, l'optique quantique, c'est à l'échelle atomique. Elle est valable quand les dimensions du système sont petites devant la longueur d'onde qui se propage. On s'intéresse au problème de vibration électromagnétique, champ électrique et magnétique. Elle est apparue au XXe siècle. La place de l'optique géométrique, ses préoccupations. L'observation d'un phénomène lumineux est possible si l'on dispose d'une source de lumière, d'un milieu dans lequel se propage la lumière et d'un récepteur, ça peut être un écran, l'œil, etc., etc. Donc par exemple ici, on a une source de lumière qui va éclairer un objet qui est une fleur. La fleur devient à son tour une source de lumière secondaire dans le sens où elle va réfléchir la lumière en provenance du soleil. Donc les rayons lumineux vont se propager à travers un milieu qui est l'air pour arriver vers l'œil du petit prince qui va finalement visualiser la fleur. Donc on a la source de lumière, on a le milieu de transmission et on a l'œil de notre récepteur, de notre observateur. D'une manière générale, le mot source désigne tout ce qui envoie de la lumière. La distinction classique entre source primaire et source secondaire n'a donc plus d'importance. L'optique géométrique s'applique dans les deux cas. Une source de lumière émet en général de la lumière dans plusieurs directions. L'ensemble des rayons lumineux correspond alors à un faisceau de lumière. D'une manière générale, un faisceau peut avoir différentes configurations spatiales, représentées sur la figure suivante. On a un faisceau divergent, un faisceau convergent et un faisceau cylindrique. On représente les faisceaux par les rayons extrêmes, le rayon supérieur et le rayon inférieur. Lorsque les sources sont placées à grande distance, lampadaires, lune, soleil ou étoiles, les rayons sont pratiquement parallèles. On dit qu'ils forment un faisceau de rayons parallèles ou que le faisceau est cylindrique.
Un faisceau de lumière peut être représenté par les rayons de lumière qui le délimitent, le rayon supérieur et le rayon inférieur. On admet que les faisceaux lumineux sont composés de rayons lumineux indépendants les uns des autres. Il en résulte que des rayons issus de différents points d'une source lumineuse ne se perturbent pas les uns des autres, et que l'on peut étudier la marche d'un rayon lumineux indépendamment de la marche des autres rayons. On appelle pinceau lumineux un faisceau étroit.